Merci d'être avec nous pour fêter le livre sous toutes ses formes. C'est la 36e édition du Printemps du livre de Montaigu. Nous sommes ici en Vendée. Plus de 150 auteurs sont réunis depuis vendredi sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Merci Didier d'être avec nous ce matin encore. Et puis cette année, c'est vrai que lorsqu'on se promène, on voit pas mal de marinières portées par les organisateurs, les bénévoles, parce que cette nouvelle édition du Printemps du livre de Montaigu est placée sous le signe de la marine. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette année 2026 marque le 400e anniversaire de la Marine nationale, mais aussi parce que depuis 20 ans maintenant, la ville de Montaigu-Vendée est marraine d'une frégate, et c'était une occasion de faire un clin d'œil. Et parce que lorsque le président d'un salon est Didier Decoing de l'Académie Goncourt, on n'oublie pas que Didier Decoing fut aussi président des écrivains de marine. Et j'ai donc aujourd'hui le plaisir d'être entouré de deux présidents, puisque Didier Decoing, donc président du Printemps du livre de Montaigu, président honoraire des écrivains de marine, et puis Patrice Franceschi, vous êtes, vous, maintenant, le président des écrivains de marine. On va en reparler dans un instant, parce que vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. Et puis, je ne suis entouré que d'écrivains et d'écrivaines de marine, notamment Catel Faria. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous expliquer ce que cela représente aujourd'hui dans votre parcours d'autrice, d'être écrivain. Alors, écrivain, écrivaine, vous ne m'en voudrez pas, hein, on est bien d'accord qu'il y a... Allez-y, vas-y. Oui. Oui, alors je me présente comme écrivaine, mais en revanche, je suis écrivain de marine car il s'agit d'un titre et je pense qu'il est très bien alors comme ça. je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans le tapis, mais si cela arrive, vous ne m'en voudrez pas. Merci également à vous, Arnaud Delagrange, d'être présent. Vous avez une actualité, mais vous êtes également écrivain de marine, tout comme Loïc Finaz, qui est avec nous sur ce plateau. Didier, une première question vous concernant en tant que président du Printemps du livre de Montaigu. 3 jours de fête, depuis vendredi, vous êtes sur le pont, c'est le cas de le dire. Quelles images allez-vous emporter de cette manifestation ? D'abord, une image, c'était une manifestation extraordinairement chaleureuse et amicale, crevante pour les écrivains, tuante à mon avis pour le public qui est aussi d'entre les sorts. Mais on a passé des formidables moments. Mais je vais vous dire une chose, je trouve que le public de Montaigu, c'est pas de la flatterie, c'est un constat. Le public de Montaigu, il vient vraiment pour les livres. Parce que moi, j'ai l'habitude des salons, et très souvent, les gens viennent pour voir la bouille des auteurs. Il faut dire que très souvent, ces salons invitent en même temps des Michel Drucker, contre lequel je n'ai absolument rien, mais bon, les gens viennent voir de près à quoi ressemble Michel Drucker. Là, ici, on a vraiment, je m'aperçois qu'ils viennent voir les livres. Et on serait des fantômes, ce serait pareil. Ce qui les intéresse, c'est les livres et ce qui est dedans. Et ils ont très souvent une connaissance de l'œuvre antérieure, en amont, en aval, de ce qu'a écrit l'écrivain. Donc 5 étoiles. 5 étoiles. Lorsque l'on parle aujourd'hui, et les chiffres du Centre national du livre publiés récemment sont un petit peu déroutants, on se rend compte, enfin on nous dit en tout cas, que le livre est toujours en perte de vitesse, et pourtant les allées du salon sont pleines. Pour vous qui connaissez bien le monde du livre, quels sont les signes d'optimisme, les signes d'espoir ? Mais contrairement à ce qu'on a l'air de penser, les écrans, puisque ce sont eux qui sont en cause, ne tuent pas le livre, ils s'en nourrissent. On ne peut rien faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour la télévision et pour le cinéma. Ce sont des écrans, mais ils ne peuvent rien faire, sinon pas au départ un auteur qui propose une histoire ou qui utilise un événement lambda mais réel et le transforme de manière à ce qu'il puisse être traité par l'image. Donc, quand on dit la lecture, la littérature sont en perte de vitesse, non. Il y a une orientation. C'est exactement comme la poésie. Dire, oh oui, autrefois, vous vous rendez compte, autant de Ronsard. Bon, oui, mais aujourd'hui, nous avons... La poésie, elle a trouvé refuge chez les chanteurs. Quand vous regardez les paroles à froid, sur Internet, tout le monde peut demander simplement les lyriques d'une chanson. Il y a des auteurs quand même qui sont des chanteurs, qui écrivent des textes fabuleux. Alors il y a les très grands comme Léo Ferré, etc. C'est des poèmes à chaque fois. Mais même, je vois Alain Souchon, qui est un chanteur qui, moi, me touche beaucoup. Mettez ses textes à plat, c'est magnifique. C'est de la poésie, de la vraie, moderne, c'est de la poésie. C'est pareil, si vous voulez. L'art, il faut bien voir qu'il peut prendre différentes figures. Rien n'est plus dangereux que de le figer en disant la littérature, c'est forcément ça.
Non, ça peut bouger, ça peut évoluer. C'est ce qui fait son charme. Et c'est cette évolution qui donne des signes d'espoir. Je le disais en préambule, Didier, vous avez été président des écrivains de marine. Alors, pour démarrer cette rencontre, il faut peut-être qu'on ait une définition de ce que sont les écrivains de marine. Donc c'est vers vous, monsieur le président actuel des écrivains de marine, Patrice Franceschi. C'est quoi être écrivain de marine et depuis quand les écrivains de marine existent-ils sous cette forme? Ouais, les écrivains de marine sont au nombre de 20. C'est un quota. 20 Français et 2 Européens. Pour l'Espagne, c'est Arturo Pérez Reverte. Et pour l'Italie, Andrea Marcolongo. Les 20 autres, il y a Didier Decoing, il y a Loïc Finaz, Arnaud, Catel Faria, Éric Orsena, Yann Kefelec, Sylvain Tesson, etc. Isabelle Autissé, etc. Quand l'un des écrivains de marine part, les autres se réunissent pour décider entre eux d'un nouveau nom. Quand ce nom est décidé, il est soumis au chef d'état-major de la marine, qui est le seul habilité à décerner le titre d'écrivain de marine et à remettre l'insigne des écrivains de marine. Voilà. Notre fonction depuis une trentaine d'années, la création des écrivains de marine par Jean-François Degnaud, à l'époque, c'est d'aider la marine nationale dans sa diffusion, dans son rayonnement. Dans la maritimisation, dans la marine nationale, mais aussi la marine sportive, de pêche, etc. Et de faire prendre conscience aux Français que nous avons, la plupart des Français souvent ne le savent pas, que nous avons la deuxième surface maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés. C'est 20 fois la taille de la France. Que d'un point de vue militaire, dans un monde aujourd'hui déstabilisé, où l'état de droit disparaît au profit de la force, c'est la marine nationale qui défend la France dans le lointain. Et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, notamment pendant les 400 ans, le 400e anniversaire de la Marine nationale, nous sommes un peu partout, dans beaucoup de salons du livre, beaucoup de manifestations. Nous écrivons aussi des livres collectifs, nous faisons des conférences, etc. Donc ça fait partie. Et nous embarquons énormément, évidemment, sur les bateaux de la Marine nationale. L'une de nos prérogatives et faveurs, c'est de pouvoir embarquer n'importe quand, n'importe où, sur tous les bateaux de la marine. Voilà. Alors on comprend ce qu'est l'école des écrivains de la marine. Néanmoins, y a-t-il une définition de ce que doit être l'écriture d'un écrivain de marine ou l'écrivain de marine garde-t-il une totale liberté dans son travail? Alors, Didier l'a rappelé, la littérature a toutes sortes de formes. Nous sommes tous d'abord des écrivains, puis ensuite des écrivains de marine, et dans divers genres. Mais ce qui nous réunit, c'est la littérature. Et ensuite, la défense de la mer. Voilà. Donc la définition des écrivains de marine, par exemple Catel, qui est une des toutes dernières à avoir été élue, il y a 3 ans, avec Philibert Hume, sont les 2 plus jeunes, sont des trentenaires. Ils ont déjà derrière eux une œuvre littéraire qui est moins importante que celle de Didier, par exemple, évidemment, vu l'âge, mais ils sont en devenir, ils sont en progression, et surtout, ils ont envie de défendre la mer, la marine et tout ce qui la concerne. Et ils sont très actifs. Et en ce moment, avec les 400 ans de la marine, vraiment, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais enfin, on est ravis parce que quand on vient faire ce travail comme aujourd'hui pour ce public dans un tel festival, comme l'a rappelé Didier, c'est génial. On va reparler de votre travail dans un instant. Ketel, vous ne m'en voudrez pas, je vais revenir vers vous également dans un instant. Je vais me tourner vers Arnaud de Lagrange. Il y a aussi, me semble-t-il, alors moi je connais les écrivains de marine, mais de plus loin que vous bien sûr, mais j'ai toujours l'impression que vous concernant les uns les autres, il y a le A majuscule d'aventurier qui flotte un peu quelque part sur vos écrits, sur votre travail. En tout cas, vous êtes des auteurs et des autrices qui avaient envie d'emmener le lecteur vers un ailleurs. Est-ce que c'est une définition de l'écrivain de marine ou en tout cas est-ce que ce serait aussi une définition de ce qui vous motive en écriture? Alors moi je vais parler très modestement aux écrivains de marine parce que je ne suis pas le plus jeune, je suis plus âgé que Catel, mais je suis le bisu. Je suis rentré tout récemment au mois de septembre, je suis un des derniers arrivés. Non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, Patrice Franceschi, notre président, sur le A d'aventurier en est l'incarnation, mais je pense que quand on écrit sur la mer, autour de la mer, avec la mer, évidemment, il y a un dépaysement, pas seulement physique, mais un dépaysement de l'âme qui s'opère. Romain Gary disait qu'il écrivait pour se dépayser de soi-même. Donc déjà, à partir du moment où on aime la mer, on aime naviguer entre plusieurs mondes. Donc il y a cette ouverture sur les ailleurs, c'est évident. Il y a une deuxième chose intéressante, je trouve, quand on écrit sur la mer, c'est que l'homme est quand même un animal terrestre. On n'est pas de manière naturelle en mer. Donc on met
on met nos personnages et nos histoires dans des situations particulières ou de difficultés, ce qui est forcément intéressant en littérature, il me semble. Troisième point que je peux aussi noter, si vous permettez, c'est cette impression de fluidité. Parce que les terriens résonnent en termes de territoire, de frontières, ce qui est normal. Les marins résonnent en termes de flux, de fluidité. Et ça, veut dire, c'est donc une manière de voir le monde qui forcément se traduit un peu dans les textes. Et dernière chose, à partir du moment où on écrit sur la mer, il y a entre l'écrivain de marine ou l'écrivain qui écrit sur la mer, il y a cette immensité liquide qui est entre lui et le réel. Et donc, pour écrire de la fiction, c'est absolument formidable parce qu'on est déjà déconnecté du réel de manière quasi physique. Voilà. Pour compléter les propos de Patrice Franceschi précédemment, pour être écrivain de marine, peut-on postuler? Fait-on un petit appel du coude ou vient-on vous chercher un peu par surprise? Quel a été votre puisque vous êtes le bisu, si j'ai bien compris, ça s'est passé comment vous concernant? Non, on ne postule pas, pas du tout. C'est cette petite compagnie ou académie des écrivains de marine qui discutent entre eux. Ils repèrent des écrivains qui les intéressent, comme l'a dit Patrice, à la fois pour leur qualité littéraire et par leur tropisme maritime. Mais on ne postule pas. Ils viennent, c'est eux qui désignent et qui discutent voilà, enfin, sauf, je me trompe pas. Non, je disais Oui. que par rapport à toi, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il existe un prix littéraire des écrivains de marine. Bon. Et qui est doté financièrement en plus. Et simplement, Arnaud de Lagrange l'avait obtenu. Il n'était pas du tout écrivain de marine à l'époque, mais dans nos choix, hors écrivain de marine, il l'avait obtenu. Alors évidemment, après, Vous aviez quand il a repéré son fallu- écriture. Quand bien il a sûr. fallu décider s'il en faisait partie ou pas, c'était très naturel et immédiat. Voilà. Pour le petit détail interne. Arnaud, je reviendrai vers vous dans un instant, vous nous parlerez de votre actualité. Catel Feria, vous êtes donc écrivain de marine et vous êtes autrice. Ça fait plaisir effectivement de savoir que dans les écrivains de marine, il y a des femmes. On a parlé d'Isabelle Autissier, vous concernant également. Lorsqu'on vient vous solliciter pour rentrer dans cette famille des écrivains, parce que j'ai un peu l'impression que c'est une grande famille, les écrivains de marine, une confrérie, pour rentrer en tout cas dans cette confrérie, c'est votre ressenti à ce moment-là? Alors moi j'ai été très surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Quand Patrice m'a appelé pour me dire tu viens d'être nommé écrivain de marine, j'étais à la fois très émue et un peu peut-être impressionnée parce que je me sentais pas très légitime pour être nommé écrivain de marine. Bien sûr les autres membres de cette confrérie ont une œuvre bien plus importante que la mienne et donc je me demandais suis-je légitime pour devenir écrivain de marine et que vais-je pouvoir apporter à ce groupe. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est que je le vivais d'abord donc comme un honneur, parce que je suis très fière d'avoir été écrivain de marine, mais je le vois aussi comme une mission, et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi mes camarades m'avaient nommé, je pense. Je pense qu'ils ont surtout fait un pari sur moi. Je n'ai rien d'un vieux loup de mer. J'ai embarqué, certes, à bord d'une frégate de la Marine nationale il y a 3 ans, à bord de la frégate Nivose pour la mission Terres australes Antarctique française. Mais c'était ma seule mission maritime à cette époque. Mais je pense que mes camarades en me nommant ont fait une sorte de pari sur l'avenir et ils savaient que je prendrais à cœur cette mission de défendre la dimension maritime de la France. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, depuis, j'ai eu la chance d'embarquer à bord de plusieurs bâtiments. Il y a 2 ans, j'ai embarqué à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, notre sous-marin dernière génération. Il y a 1 mois, j'étais à bord de la FLF Surcouf et le mois prochain, j'embarque à bord de la Goélette l'Étoile. Donc voilà, c'est une grande fierté, c'est un honneur et surtout une véritable mission. C'est pas quelque chose, un état passif. Être écrivain de marine, il faut en faire quelque chose et donc il faut se mettre au service de la marine et de la France. Depuis que vous êtes membre des écrivains de marine, Catel Feria, avez-vous l'impression que votre regard sur ce qu'est le monde maritime, ce que sont les océans, ce que sont les gens qui vivent sur et par les océans, avez-vous l'impression que votre regard a changé sur cet univers? Oui, évidemment. C'est vrai que moi, j'avais plus une bonne connaissance de nos armées en général. Je m'intéressais à toutes nos armées, mais notamment à la Marine nationale. Mais le fait d'embarquer sur les bâtiments, ça permet de prendre conscience d'enjeux assez considérables liés à la marine. C'est vrai que
Bon, je savais que la France possédait le deuxième territoire maritime au monde, mais en naviguant, en allant au sud de l'océan Indien, en embarquant à bord de bateaux, on découvre en fait toute l'importance que revêt cet élément dans tout un tas de domaines économiques, mais aussi écologiques, militaires. Et donc moi, évidemment, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses et ça m'a appris des choses très très importantes. Je reviens vers vous dans un instant pour parler de votre actualité. Loïc Finaz, vous, les mers, les océans, vous les connaissez doublement, puisque vous êtes capitaine de vaisseau. C'est amiral, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. Je vous remercie de me rajeunir, c'est très sympa. Pardonnez-moi. Mais voilà, vous n'êtes pas en uniforme, donc pardonnez-moi. Mais en tout cas, sous-entendu que le monde de l'océan, vous le connaissez bien. Ça vous a apporté quoi d'être en plus écrivain de marine? Alors, vous l'avez effectivement fait remarquer, je suis d'abord un marin, et lorsque je suis devenu, à la création du groupe, écrivain de marine, j'ai été le commandant d'une de nos frégates, et donc ma relation à la mer est d'abord une relation de marin. Il se trouve que je pense que la mer nous rend tous poètes, parce que c'est un lieu naturel de poésie, et la décision que vous pouvez prendre lorsque vous êtes un marin, et que vous êtes naturellement poète comme tous les marins, c'est est-ce que j'essaye d'en rendre compte ou non? Et il se trouve qu'effectivement, les hasards de ma vie m'avaient amené à rendre compte de ce que je vivais dans la marine. Et tous mes livres, d'ailleurs, ont un rapport avec la mer. Et j'essaye de dire la mer. Et j'essaye de parler de cette vie d'officier de marine que j'ai tant aimée. J'ai passé 40 ans dans la marine. Et depuis mon entrée à l'école navale, jusqu'à l'année 2020 où j'ai dû quitter la marine parce que j'étais devenu un vieux monsieur qui devait s'en aller. Et heureusement d'ailleurs, moi j'ai commandé mon premier bateau à 25 ans. Si les petits vieux s'en allaient pas, j'aurais jamais commandé mon premier bateau à 25 ans. Donc dans cette longue période de ma vie que j'ai tant aimée, j'ai ressenti une sorte d'exigence d'essayer d'en témoigner. Et donc lorsque je suis devenu écrivain de marine, comme effectivement Catel, j'ai été très honoré, mais j'ai trouvé qu'il était normal que cela soit une exigence supplémentaire pour que je continue à témoigner. Quelle est la place du livre lorsque l'on est à bord, lorsque l'on est militaire à bord d'un bateau de la marine française, de la marine nationale? Y a-t-il des bibliothèques de bord? Est-ce que le livre est une sorte d'échappatoire parfois pour reprendre pied avec le monde terrestre que l'on l'a laissé peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines? Alors ça, c'est une question piège, très difficile de vous répondre, parce que si je vous raconte que j'ai passé des heures et des heures en mer à lire, vous allez vous dire, je le savais, quand ils sont en mer, les marins sont des farceurs qui passent leur temps à bouquiner. Donc il m'est arrivé de consacrer un peu de temps à la lecture. C'est un marin sur un bateau de guerre, c'est très très occupé. Mais justement, il est tellement occupé que je pense qu'il est sain qu'il sache de temps en temps s'échapper. Ça, c'est la première réponse que je peux vous faire. Il y a une autre réponse que je peux vous faire. C'est pas seulement celle du marin que je suis, c'est celle aussi de l'ancien directeur de l'école de guerre que j'ai été. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de compréhension, de lecture, assumons ce mot, plus intelligente du monde et de la vie que dans la littérature. Et donc, un militaire, ça passe sa vie à planifier. Mais la planification, c'est pour structurer votre action. La planification, ça n'a jamais aidé à comprendre le monde. La philosophie, la littérature en général, et la poésie tout particulièrement, parce qu'en particulier c'est une intuition fulgurante du monde, sont à mon avis ce qu'il y a de plus puissant pour un homme d'action, pour ensuite, dans l'exercice des responsabilités qui lui sont données, être à la hauteur des enjeux auxquels il est confronté. Donc je pense que la littérature en général, c'est de toute façon, pour un marin bien évidemment, pour un militaire en particulier, et pour n'importe qui d'entre nous, c'est une façon de mieux comprendre le monde. Et donc tout le temps que l'on consacre à la lecture, non seulement c'est un temps agréable, mais c'est un temps d'intelligence pour être un acteur plus performant dans le monde. Il y a un autre élément dont on reparlera dans un instant avec votre actualité, c'est ce livre Lignes de foi, et vous nous expliquerez aussi ce que ça apporte aux marins que vous êtes. Didier Decoing, on a parlé de la confrérie des écrivains de marine, moi j'ai employé le terme de famille, j'ai aussi l'impression qu'on a eu affaire à une bande d'amis. On peut dire équipage aussi. Un équipage, c'est un équipage. Lorsque vous vous retrouvez, comment se passent les réunions? Il y a des réunions régulières? C'est un petit peu au hasard des agendas? Comment se passent les rencontres des écrivains de marine?
marine. Le problème, justement, c'est que les écrivains de marine, ils sont un peu disséminés. Et le problème, c'est qu'il faudrait un chien de troupeau pour les rassembler. Je dois dire que Patrice Franceschini, depuis qu'il est président, non mais il est mieux qu'un chien de troupeau. C'est un président rassembleur. Et il a trouvé le moyen de faire en sorte qu'on se retrouve à peu près tous les mois pour une réunion de réflexion commune, de travail, etc. Et parce que ça en fait partie, suivi d'un repas, souvent un dîner, bon, qui permet de... C'est très chaleureux tout ça. Donc, quelle était votre question? Eh bien justement, comment se passaient les rencontres? Mais j'ai un peu ma réponse, voilà. J'ai entendu le mot Vous chaleureux, avez pleinement repas. votre réponse. Chaleureux et repas, ça me convient, ça veut dire que c'est une bande d'amis, on est bien d'accord. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment l'idée d'équipage qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que chacun a son poste, enfin sa spécialité, on va dire, sa personnalité, mais en même temps, on sent bien qu'on fait partie d'un groupe qui est différent. On n'est pas les peintres de la marine. On n'est pas... on est, nous, écrivains de marine. C'est un truc à part. Un truc à part. Alors, vous savez qu'on est sur un salon littéraire, que la littérature, c'est prendre le temps, mais lorsque l'on est sur un plateau, le temps nous est compté. Mais je voudrais quand même qu'on parle les uns les autres de vos actualités. Et je vais me permettre de vous laisser à chacun la parole pendant 1 ou 2 minutes pour nous donner un petit aperçu de votre actualité. Je vais commencer avec vous, Catel Faria, Au vent des mers australes, avec cette belle couverture. Ça, c'est votre nouveau titre, c'est chez Stock, parce qu'il y a déjà d'autres titres qui sont toujours disponibles sur le stand. Une petite présentation rapide de cet ouvrage, Catel. Oui, eh bien, écoutez, c'est un livre qui raconte l'embarquement que j'ai fait il y a 3 ans à bord de la frégate de surveillance Nivose, et pour une mission assez mythique dans la Marine nationale, parce que c'est la mission Terres australes et Antarctique française. Donc nous avons appareillé depuis La Réunion, nous avons fait escale à Durban en Afrique du Sud avant de partir vers des îles et des archipels mythiques, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Donc vous aviez des baleines qui ondulait à côté du bateau. J'ai découvert des colonies de manchots complètement impressionnantes. Donc on arrive dans des paysages fantastiques et on découvre une faune et une flore incroyables. Et surtout, ce que je raconte, c'est non seulement le cadre de cette mission, donc les terres australes et Antarctique françaises, mais je raconte aussi la vie à bord du bateau, d'une frégate de surveillance de la Marine nationale, le quotidien avec les marins qui, lorsqu'ils me voient arriver, me regardent un peu du coin de l'œil en disant qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle va écrire sur nous. Et en fait, au bout d'1 mois et demi, je suis sortie en étant un petit peu la mascotte du bateau, parce qu'en fait, j'étais très très bien accueillie, que j'ai passé des moments formidables. C'est une mission dont je garde un souvenir très ému et que je raconte vraiment avec mon regard très personnel. J'assume le fait d'être un peu néophyte et de ne pas connaître grand-chose à la marine, même si je m'y intéresse et que je m'intéresse aussi à nos intérêts de défense. Mais voilà, c'est un regard très personnel sur une mission dans un cadre extraordinaire. Et vous nous faites partager cette belle aventure. Arnaud Delagrange, il y a notamment aux éditions, enfin chez Folio, qui vient de sortir La promesse du large. On a Celui qui avait eu le prix littéraire des écrivains de marine. Voilà. C'est avec ce prix que vous avez été primé en tant qu'écrivain de marine, avant de devenir écrivain de marine. Un petit mot sur cet ouvrage ? En 2 mots, je voulais en fait rendre à la mer ce qu'elle m'a donné, parce que je vais pas raconter ma vie, mais à 18 ans, j'ai eu un très très grave accident. J'ai dû apprendre à marcher, tout a été compliqué, et je me suis acheté mon premier voilier, et la mer a été pour moi rédemptrice, consolatrice. Et j'avais pas du tout envie de raconter mon histoire, parce que d'abord, elle n'a pas un intérêt fou, mais je voulais raconter ce que la mer peut faire. Et donc, c'est l'histoire, très brièvement, d'un orphelin qui a perdu ses parents dans un naufrage quand il avait 11 mois, donc il les a pas connus quand il était bébé. Et devant ce drame absolu, il a préféré le nier, ne même pas se dire qu'il avait des parents. Et puis à 26 ans, il se passe quelque chose et il se dit que pour avancer dans la vie, ce qui est un thème connu, il faut régler ses problèmes. Voilà. Donc il retourne dans le petit port de Bretagne Sud. On est un peu plus haut qu'ici. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il va tomber amoureux d'une jeune femme, parce qu'il y a toujours une histoire d'amour. Les marins, nous sommes des grands sentimentaux quand même. Et cette femme va comprendre qu'alors que la mer a fait son malheur, eh bien, c'est par la mer qu'il va renaître. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, donc il y a cette histoire de ce chemin de rédemption, mais qui passe par la mer. Et ce livre était pour moi un cri d'amour à la mer, montrer le bien que la mer peut faire au corps. Il y a des pages sur la nage, par exemple, et surtout le bien qu'il peut faire à l'âme. Et en fait, ce garçon va donc renaître par rapport à ça, parce qu'il va se confronter à la mer, aux éléments.
il va aussi s'ouvrir à la beauté du monde, parce que comme l'a dit Loïc Finaz, il faut vraiment avoir l'âme bien épaisse pour ne pas être pris par la poésie du large ou ne pas rêver en mer, même si parfois on n'a pas le temps de le faire. Voilà. On parle de cet ouvrage, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui sont sur votre stand, et ce sera l'occasion de parler de vos autres titres lorsqu'on ira vous voir sur le stand. Patrick Franceschi, président des Écrivains de Marine, votre actualité, c'est Dernière lutte avant l'aube, c'est aux éditions Grasset. Alors, même exercice, en quelques mots, présentation de cet ouvrage. Alors, Dernière lutte avant l'aube, c'est le dernier roman chez Grasset. Mais la dernière actualité, c'est chez Robert Laffont, un livre qui s'appelle Dans le passage du temps, où je revisite avec le temps passé, des expéditions d'exploration de jeunesse. Donc voilà. Un livre personnel. Voilà. Et là, on est plus dans l'écriture romanesque. Oui, alors, Dernière lutte avant l'aube, en fait, c'est un conte philosophique, onirique, qui se passe dans ces pays où l'on n'arrive jamais, avec des personnages, il y a une grande dimension maritime dedans, des personnages qui tentent d'épuiser le champ du possible de la vie, tel que le disait le grand poète grec Pindare il y a 25 siècles. Je ne raconte pas plus de l'histoire parce que c'est vraiment un conte philosophique et où on est à la fois évidemment dans l'imaginaire, mais dans le fantastique. Voilà. Non, moi, je vais garder de vous l'image du chien de berger qui garde son Oui, troupeau. mais Ça m'a beaucoup plu, ça. Didier a raison. Et Loïc Finaz, on a Je ne suis pas un mouton. Très bien. On a parlé de votre attachement aux océans, à la mer. Et puis là, dans Ligne de foi, vous voulez aussi nous expliquer ce que la foi vous apporte lorsque vous êtes sur les mers. C'est votre actualité aux éditions Équateur. Quelques mots sur cet ouvrage. Alors, même si j'aimerais éviter que vous me tondiez, oui, en fait dans cette nécessité de témoigner qu'on a tous évoquée depuis le début de cet entretien, j'ai voulu, à la fin de ma carrière, rendre compte, ce que j'évoquais tout à l'heure, de cette vie de marin que j'ai tant aimée. Et je l'ai d'abord fait par 2 livres dont j'avais la conscience quand je les ai écrits. Le premier qui est un livre sur le commandement, parce que les officiers de marine sont d'abord des hommes de commandement. Et le deuxième qui est un roman qui traite de la poésie et du romanesque de cette vie, parce que c'est une vie pleine de poésie et de romanesque, ce qui n'est pas le cas de toutes les vies professionnelles. Et quand ces 2 livres ont été écrits, je me suis rendu compte, ce dont je n'avais pas eu l'intuition initiale, je me suis dit, il y a un sujet très important que je n'ai pas abordé, et tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas prétendre avoir rendu compte, c'est le sujet de la place de la transcendance et du sacré dans nos vies, dont personnellement je pense que c'est important pour tout individu, et tout spécifiquement pour les militaires qui, contrairement à ce qu'on croit, la spécificité des militaires, ça n'est pas de mourir pour leur pays, c'est de porter la mort pour leur pays lorsque leur pays considère que cette violence est nécessaire. Et quand vous avez dans la... Et ce qui sert à 2 choses, d'abord à vous protéger tous, et ça sert à vous enlever justement cette exorbitante responsabilité de porter la mort, pour que vous en soyez libérés. Eh bien, quand on porte cette responsabilité, la place de la transcendance et du sacré, c'est encore plus important. Et je me suis dit que je ne pouvais pas estimer avoir rendu compte si je n'abordais pas ce problème d'une manière... Enfin, cette dimension, et d'une manière générale, en quoi la foi structure-t-elle nos vies. Et effectivement, c'est ce livre Ligne de foi. Et voilà comment on sort cet ouvrage Ligne de foi aux éditions Équateur. Votre actualité, Didier Decoing, c'est May Pops. Je me permets de rappeler brièvement, nous sommes en Caroline du Nord en 1944. Du Sud, pardon. 2 fillettes qui sont retrouvées assassinées. Et puis très vite, les soupçons vont porter sur un jeune garçon, 2 fillettes blanches. Très vite, les soupçons vont porter sur un jeune garçon noir et qui va être condamné à mort par la chaise électrique. Là, on n'est pas du tout dans l'univers des océans, de la mer, etc. Mais c'est un livre on en a parlé ensemble vendredi soir, c'est un livre qui vous tenait à cœur. Vous aviez envie de parler de ce sujet, et parce qu'il y a ce sujet de la peine de mort qui pour vous est absolument abominable. Je veux bien que vous nous redisiez quelques mots sur la thématique centrale de ce livre. Moi, j'ai une aversion, mais c'est virulent chez moi, contre la peine de mort, dont je considère que non seulement c'est une barbarie absolue, mais c'est aussi en même temps un déni d'humanité. Je pense que toute personne qui participe de près ou de loin, ne serait-ce qu'en approuvant la peine de mort, barre son titre d'être humain, se prive de cette dignité, de ce qu'est faire partie de l'humanité. C'est inhumain. C'est tellement inhumain que j'ai été frappé par l'histoire d'un fait divers vrai de ce petit garçon de 14 ans, ce petit noir de 14 ans, à qui non seulement on fait un procès d'une manière inique, ils ont mis 10 minutes, seulement 10 minutes, pour décider qu'il était coupable d'un crime très compliqué à élucider,
dont il était coupable, et 10 minutes pour le condamner à mort, sans même une possibilité d'indulgence. Et je vais terminer sur cette image parce que c'est elle qui m'a vraiment bouleversé. Quand il est arrivé dans la chambre d'exécution, on l'a assis sur la chaise électrique, on l'a attaché dessus. Et vous savez, le condamné à mort, il a une électrode sur la jambe gauche. Et normalement, il y a un casque en cuivre qui est posé sur sa tête. On a fait une tonsure pour que ça puisse... Et l'électrode du casque en cuivre va envoyer le courant qui est repris par l'électrode de la jambe. Et le courant électrique, 2500 volts, 3000 volts, traverse le corps humain. En l'occurrence, le corps d'un enfant de 14 ans. Le problème, c'est que le jeune condamné, qui s'appelait Georges, était très frêle. C'était un petit garçon qui avait une ossature tout à fait fragile, qui était petit de taille. Et quand on l'a assis sur la chaise électrique, eh bien, là, on n'avait pas de problème pour attacher l'électrode, mais le casque ne touchait pas son crâne, ce qui fait que l'électricité ne pouvait pas passer. Alors, le technicien chargé de l'exécution a dit au directeur de la prison, a dit « Monsieur, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'exécuter, il n'y a pas de contact. » Alors, ils ont essayé pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être, de faire descendre ce foutu casque en cuivre, de manière à ce que l'électrode touchât le crâne de Georges, mais c'était fixe, il n'y avait rien à faire, le casque ne voulait pas descendre. Il était très embêté parce que la seule solution qui leur restait consistait à reporter l'exécution, à refaire l'installation, etc. Le directeur trouvait que ça la foutait mal pour une prison américaine. Donc il a dit, il faut que vous trouviez une solution. Et le technicien, à ce moment-là, lui a montré sur un meuble un livre que le petit garçon avait serré contre son cœur en entrant dans la chambre d'exécution. Ce livre, c'était la Bible, une grosse Bible bien épaisse. Alors le technicien a dit, si on asseyait là-dessus, vous savez, monsieur le directeur, comme les rehausseurs au cinéma, pour que les petits-enfants puissent voir le film. Le directeur a quand même hésité parce que la Bible, aux États-Unis, a une sorte... C'est un livre un peu sacré. Et, oui, mais c'était le seul moyen. Alors, ils ont soulevé, sans le détacher, ils ont soulevé légèrement Georges, de manière à pouvoir glisser sous ses fesses le volume de la Bible. Et là, ils sont aperçus que sa tête, maintenant, touchait l'électrode. Donc, le directeur a souri. Il a dit, on peut y aller. Et ils ont envoyé 3500 volts dans le corps de ce petit garçon qui a souffert un martyre qui est irracontable. C'est l'un des moments forts de ce livre et vous l'aurez compris, d'abord c'est une histoire vraie, mais c'est vrai que c'est un livre bouleversant dans lequel on retrouve l'écriture de Didier Decoing. Et puis c'est aussi un livre surtout qui interroge, qui interpelle, un livre dont on ne sort pas indemne et qui nous interpelle sur notre humanité et sur nos sociétés. Il était important qu'on passe ce moment ensemble et qu'on évoque et qu'on raconte, qu'on explique ce que sont les écrivains de marine, mais je trouvais qu'il était bien aussi qu'on puisse évoquer même brièvement vos actualités respectives. Merci donc Catel Faria d'avoir été avec nous ce matin. Merci monsieur le président des écrivains de marine, Patrick Franceschi. Vous voyez, je l'ai dit à la française, mais Franceschi à la Corse, c'est mieux comme ça. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci à Arnaud Delagrange de nous avoir rendu visite. Merci également à Loïc Finaz d'avoir répondu présent à l'invitation. Et puis, monsieur le président Didier Decoing, merci d'avoir été avec nous pendant ces 3 jours. Alors, la fête n'est pas terminée, il y a encore toute cet après-midi, mais en tout cas, vous avez été un président formidable, plein de générosité, de gentillesse, d'humour, de drôlerie et d'attention envers vos collègues écrivains, envers vos lecteurs. Donc, merci d'avoir parfaitement rempli cette mission. Merci à vous tous, bon après-midi et puis on se retrouve dans l'après-midi pour d'autres escales littéraires.